Podcast. Si une femme court après une poule, c'est qu'il n'y a pas d'homme au village. C'est avec cette phrase tirée du livre Le chasseur de lucioles de Janis Otsiemi que je vous souhaite la bienvenue sur votre émission littéraire. Vous l'aurez compris, le livre que nous allons découvrir dans ce numéro est intitulé Le chasseur de lucioles et il est écrit par Janis Otsiemi. En effet, Janis Otsiemi est né le 19 juillet 1976 à Franceville. Très jeune, il découvre la lecture et commence son parcours d'autodidacte en lisant des classiques pour s'imprégner du style des autres auteurs. Il finit par adopter son propre style. Lauréat de plusieurs prix littéraires, Janis Otsiemi a à son actif plusieurs romans, nouvelles et essais. À la 4e de couverture de ce livre, on lit « À Libreville, une prostituée est découverte sauvagement assassinée dans un motel de la périphérie. Les agents de la PJ, de fidèles abonnés des bordels de la capitale, pensent tout d'abord à un crime de rôdeur. Quand une seconde fille est retrouvée égorgée dans un autre hôtel du quartier, les policiers sont encore loin d'imaginer qu'ils ont affaire à un client bien décidé à nettoyer la ville de toutes ses lucioles. Celui qui te veut du mal la nuit a commencé à t'en vouloir le jour. C'est dans ce climat de psychose générale que les gendarmes de la DGR enquêtent de leur côté sur le braquage d'un fourgon de la société gabonaise de sécurité dont le butin de plusieurs millions de francs CFA attise bien des appétits. Janis Otsiemi est considéré comme un des talents africains actuels du polar tendance sociale et urbain. La vie quotidienne au Gabon ressemble au scénario d'une mauvaise série B policière. Avec un style et une verve extraordinaires, Janis Otsiemi s'en délecte et nous donne à voir la face cachée de l'Afrique, un arrière-goût savoureux de Frédéric Dade tropicalisé, signé Pierre Chériot. Passons maintenant à un extrait de ce livre. Georges Paga lut dans le journal L'Union un court article qui relatait la découverte du corps d'une prostituée dans un motel. On connaissait l'identité de la victime grâce à la carte de séjour trouvée dans son sac. En allant chercher son café, Georges Paga se permit de faire des commentaires au sujet de ce meurtre. « Tu as lu le journal de ce matin ?» demanda-t-il à l'une des collègues qu'il croisa dans le couloir. « Non, pourquoi ?» Une prostituée a été trouvée morte dans un motel. Elle a été tuée par un client. Après l'avoir étranglée, il lui a planté une bouteille dans le vagin. Tu imagines ce qu'il lui a fait endurer? Le collègue se couvrit la bouche d'une main. « Dans quel monde vivons-nous » s'écria-t-elle en s'éloignant. La collègue se souviendra bien plus tard de cette conversation. Les milliers de lecteurs de l'Union qui avaient lu ce même article étaient loin de s'imaginer que ce meurtre était le premier d'une série qui allait ébranler toute la ville. Après avoir découpé l'article, Georges but une gorgée de son café et posa la tasse sur son bureau. Il tira la baie vitrée qui donnait directement sur le boulevard. Il s'accouda à la fenêtre et huma l'air frais qui venait de la mer. Il avait une vie imprenable sur l'estuaire. Pourquoi ne s'en était-il jamais rendu compte? Le bonheur n'est jamais loin de soi quand on croit le chercher ailleurs. Il poussa un long soupir et prit conscience de son immense pouvoir, donner et ôter la vie. Le sergent Envam entra dans le bureau du lieutenant Boukida et s'affala sur un fauteuil. Boukida leva les yeux du rapport qu'il lisait. Envam se pencha vers lui. « Alors » Boukida se redressa. « Alors quoi? Ta réunion avec tes beaux-parents, comment elle s'est passée? »« Bien. On a fixé à 1 million de francs la dot. Le mariage aura lieu en novembre de cette année chez mon bel-oncle à plein ciel. » Envam compta des doigts comme un gamin du cours élémentaire première année qui apprend ses additions et soustractions. « C'est dans pas très longtemps. » « Ouais, en effet. Il te reste peu de temps pour te préparer. Je ne te le fais pas dire. »
Boukinda sortit du tiroir de son bureau la liste de la marchandise qu'il devait acheter pour le mariage traditionnel. Envam faillit perdre son sang en la parcourant. « Tes beaux-parents veulent te la vendre ou quoi? Tout ce que je veux, c'est récupérer ma femme. Pour ça, ton portefeuille va maigrir un peu. » Envam n'avait pas tort de le dire. Autrefois symbolique, la dot était devenue un business pour certaines familles qui n'hésitaient pas à vendre leurs filles aux plus offrants. Il y a quelques mois, le maire de Libreville avait épousé sa femme avec une dot à plus de 30 millions de francs CFA. Le téléphone sonna. Boukinda décrocha. La conversation avec son interlocuteur fut courte. Boukinda rangea ses documents dans un tiroir et se leva. Le commandant nous demande dans son bureau. Le commandant Alphonse Kounan était un homme qui nageait dans la cinquantaine révolue. Outre son fort accent téké, à couper au couteau, sa taille et sa fine moustache, son caractère sanguin tranchait avec tous les clichés qu'on attribuait à son ethnie, car les tékés de la province du Haut-Ogooué, dont il était originaire, passaient pour des koudous. C'est là un cliché qui a toute son importance dans l'imaginaire collectif des Gabonais. Le commandant Kounan dirigeait la Direction générale des recherches depuis plus de 20 ans. Cette longévité, il la devait à la fois à son sens des responsabilités, son autorité, sa loyauté au pouvoir, mais aussi à sa parenté avec le président Omar Bongo, dont il était le cousin éloigné. D'ailleurs, la présence de Kounan à la tête de la Direction générale des recherches, qui était considérée dans le landerneau politique comme une succursale des RG, n'était pas exceptionnelle. La Direction générale des recherches était investie d'une mission permanente de recherche, de renseignement dans le cadre de la sûreté intérieure et extérieure de l'État, portant sur tous les domaines, qu'ils soient d'ordre politique, administratif, social, judiciaire ou militaire. Il n'était pas rare de trouver des proches parents du président de la République à la tête des appareils sécuritaires de l'État. Les exemples étaient même légion. Le commandant Kounan avait revêtu son costume d'apparat comme s'il participait au défilé de la fête nationale du 17 août. Il désigna 2 sièges à ses hommes. Il recula son fauteuil et tira de l'un de ses tiroirs un dossier qu'il posa sur le bureau. Vendredi dernier, commença-t-il d'une voix grave, un fourgon de la SGS s'est fait braquer dans la matinée par 4 individus cagoulés et lourdement armés. Ils se sont servis d'un camion pour attaquer le véhicule qui venait de ramasser la recette hebdomadaire de la nouvelle agence de la Poste au quartier de la Bonne-Espérance. La BMW dans laquelle les braqueurs se sont enfuis avait été volée quelques jours avant la casse dans le centre-ville, tout comme le camion. Elle a été retrouvée abandonnée à Glace quelques heures plus tard. Les premiers à arriver sur les lieux du braquage étaient les gardes de la préfecture de police, poursuivit le commandant Kounan. Après enquête, il semblerait que les armes utilisées par les braqueurs soient les mêmes que les leurs. Envam et Boukinda se regardaient dans le blanc de l'œil. Le commandant comprit l'étonnement de ces 2 enquêteurs. Il se fit plus explicite. Ce que je veux vous dire, c'est que les armes qui ont servi lors de ce braquage sont les mêmes que celles qui ont été volées à la préfecture de police il y a plusieurs mois. Comment c'est possible? On le sait grâce aux douilles qu'on a retrouvées sur les lieux. Kounan poursuivit. J'ai des raisons de croire que le type que vous avez retrouvé mort sur la plage du Tropicana est mêlé de près ou de loin à ce braquage. Après ce que vous venez de nous dire, mon commandant, nous partageons votre bouche, fit Evam. C'est une vraie fausse coïncidence. Des armes sont volées à la murerie de la préfecture de police dont l'adjudant-chef Joseph Obiang était le patron. Il est remercié de la police nationale. Quelques mois plus tard, on le retrouve mort sur la plage et quelques jours après, 4 individus braquent le fourgon de la SGS et on apprend que les douilles qu'ils ont abandonnées sur le lieu du casse proviennent de ces armes volées. Quel type d'armes les braqueurs ont-ils utilisé? Demanda Boukinda. Un pistolet mitrailleur. D'après la description des témoins, il s'agirait d'un Kalachnikov. Mais
Apparemment, ils avaient d'autres armes en leur possession. Certainement, les mêmes que celles dérobées à la préfecture de police. C'est de véritables armes de guerre. Je ne vous le fais pas dire. Le commandant Counant poursuivit. Je viens d'avoir un entretien avec le directeur de la préfecture de police. Vous avez été les premiers à vous remercier de cette affaire. Alors, elle est à vous. Merci, mon commandant. Si vous trouvez à qui Joseph Obiang a vendu ses armes, on coincera les types qui ont braqué l'agence de la poste. Je n'ai nullement besoin d'un dessin pour vous faire comprendre que cette affaire est d'une importance capitale. Il y a des armes qui circulent dans la ville. Elles ont servi à un braquage. Elles peuvent demain servir à un coup d'État. Alors, je vous veux 24 heures sur 24 sur cette affaire. Ces paroles ne tombèrent pas dans les oreilles d'un sourd. Le commandant donna aux 2 gendarmes la liste des armes recherchées et le rapport d'enquête sur le braquage du fourgon de la SGS. Pour un bleu en architecture, le bâtiment qui abritait le Centre culturel français Saint-Exupéry de Libreville était sorti tout droit de l'imaginaire d'un fou habillé. Et le type avait trouvé d'autres fous comme lui pour le bâtir. À voir cette imposante bâtisse futuriste dressée sur le boulevard Triomphal, on aurait dit qu'elle avait perdu une partie de son toit sans que cela n'émeuve les autorités françaises. Dans le hall, Boukinda et Envam aperçurent Gaspard Mondjon, qui discutait avec 2 types à la cafétéria, certainement des connaissances à lui. Gaspard Mondjon les rejoignit et les conduisit au premier étage où ils allaient pouvoir bavarder tranquillement. Gaspard Mondjon se déchargea de son ordinateur portable et de son appareil photo qui ne le quittait jamais pendant que les 2 flics s'installaient en face de lui devant une tablette sur laquelle trônaient des revues. « J'ai mené ma petite enquête, commença Mondjon. Votre affaire a l'air sortie tout droit d'un roman. » Le journaliste se pencha vers les 2 gendarmes comme s'il avait une confidence à leur faire. J'ai parlé à quelques flics à la préfecture de police. Il n'y a pas eu un seul vol d'armes main d'eux. Les 2 gendarmes se rapprochèrent du journaliste. Il y a, à la préfecture de police, une guéguerre qui se livre les fangs et les tékés. Joseph Obiang était responsable du magasin des armes. Il occupait ce poste depuis 5 ans. Son adjoint était un téké. Nombreux à la préfecture n'acceptaient pas, surtout parmi la hiérarchie qui est essentiellement composée des tékés proches du pouvoir, qu'un fang comme lui soit à ce poste. Mais jusqu'à où cette affaire va-t-elle durer? Rendez-vous dans la bibliothèque Nicéphore Dieudonné Soglo du Centre culturel artistique Africa pour lire le livre Le chasseur de lucioles de Janice Ossiemi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.